Donc, ça me fait un grand plaisir d'introduire Madame Harpin. Elisabeth Harpin, elle détient une maîtrise en sciences infirmières, un fellowship force de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et complète actuellement une deuxième maîtrise en administration publique. Elle a débuté ses fonctions de directrice nationale des soins et services infirmiers au cours de la première vague de la pandémie à titre d'intérimaire, mais a été nommée officiellement en août 2020. Elle était précédemment directrice des services hospitaliers au MSSS et a occupé diverses fonctions de gestionnaire au sein du réseau, notamment au CHU de Sainte-Justine et au CIS de Laval. Ces mandats portent principalement sur l'organisation des soins et services dans une optique de pertinence, d'efficience et de développement professionnel. Elle a d'ailleurs pratiqué comme clinicienne dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique et en Alberta, ainsi qu'en Suisse, où elle a eu l'occasion vraiment d'observer différents systèmes pouvant inspirer des améliorations ici même. Donc, elle est membre du comité directeur clinique de la COVID et aussi elle est membre de nombreux comités et groupes d'experts en soins infirmiers et organisation des services de santé. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on l'invite à présenter et donc on la remercie aussi pour cette présence. Bonjour, Madame Harpin. Bonjour, Madame Côté, merci beaucoup. Une belle introduction. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci au RÉSIC pour l'invitation. Je pense que votre courte présentation, juste avant moi, introduit très bien le sujet que je vais venir discuter avec vous aujourd'hui. Votre programmation 2022-2024 s'inscrit définitivement dans ce que nous également, au niveau ministériel, on travaille et je dirais que mon souhait à la fin de ma présentation, c'est peut-être d'avoir inspiré les chercheurs et chercheuses parmi vous à non seulement poursuivre de nouveaux ou entreprendre de nouveaux projets, mais aussi à me faire part des projets qui sont en cours et de vos résultats. Je reconnais dans la liste des participants d'aujourd'hui plusieurs chercheurs, chercheuses avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger au cours des derniers mois. Certains qui m'ont interpellée parce qu'ils avaient la perception que leurs résultats pouvaient venir alimenter les discussions et les décisions au niveau gouvernemental et même certains d'entre eux, on les a invités à venir présenter leurs résultats à des tables stratégiques pour pouvoir orienter nos décisions et nos travaux. Alors, je profite de la tribune pour ouvrir l'invitation à tous de ne jamais hésiter à lever la main, à m'envoyer un courriel pour me faire part de vos résultats ou de vos dépôts pour de nouveaux projets à vos différentes demandes de fonds. Parce que quand ces projets-là s'inscrivent dans des priorités ou des enlignements ministériels, ça nous fait plaisir non seulement de les appuyer, mais d'offrir différentes tribunes pour soit solliciter le partenariat du réseau de la santé et des services sociaux ou pour offrir des tribunes de présentation et de diffusion de vos états d'avancement et de vos travaux. Alors voilà, j'aurais lancé l'invitation. Et je vais tout de suite faire un partage d'écran pour débuter la présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, peut-être. Est-ce que Mme Côté, vous pouvez me dire oui, si je la vois bien. Peut-être seulement le mettre, c'est ça, en mode présentation? En mode présentation, tout est bien. Ça va bien maintenant? Parfait. Alors, ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est de venir vous présenter les priorités ministérielles. Évidemment, je vais les orienter davantage dans un regard de soins infirmiers, mais je vais quand même en faire au départ une présentation assez globale parce que les soins infirmiers, c'est assez transversal. Les infirmières, ça ne travaille pas tout seul non plus. Donc, on va regarder ça de façon plus globale et je vais aussi, après, un peu travailler en entonnoir pour me diriger vers les travaux plus spécifiques de ma direction et de la table nationale de concertation en soins et services infirmiers. Alors, nos ministres, vous savez que le ministère de la Santé et des Services sociaux a un ministre qui est M. Christian Dubé, mais également deux ministres délégués, Dr Lionel Carman et Mme Marguerite Blais. Donc, les priorités sont des trois ministres
sont ainsi présentés. Donc, sans surprise, les services à l'urgence. Hein? Et les services à l'urgence, pas uniquement dans leur vision de ce qui se passe à l'intérieur d'une salle d'urgence d'un centre hospitalier au Québec, mais également à tout ce qui doit être mis alentour pour améliorer les services à l'intérieur de la salle d'urgence. Donc, par exemple, vous devez avoir vu très récemment dans les médias différentes initiatives gouvernementales touchant la première ligne, que ce soit par la mise en place de guichets d'accès première ligne pour la clientèle orpheline ou de cibles de prise en charge médicale par les médecins de famille dans les GMF et cliniques de proximité. Donc, tout ça a pour but d'améliorer les services à la population, bien sûr, mais entre autres les services à la salle d'urgence pour les réserver à la population qui a vraiment besoin de services hospitaliers spécialisés à l'intérieur d'une salle d'urgence et rediriger les gens vers les services de première ligne notamment ou autres professionnels de la santé qui sont plus pertinents pour répondre à leurs besoins. Alors ça, c'est une grande priorité ministérielle dans laquelle on s'inscrit également. Les services de chirurgie, évidemment, ça a toujours fait partie des services prioritaires au niveau ministériel. On a des indicateurs bien précis, je vais vous en nommer quelques-uns tout à l'heure. Mais vous l'avez probablement entendu dans les médias, la liste d'attente en chirurgie a beaucoup souffert pendant la pandémie et diverses activités de délestage, entre autres, ou de priorisation des services dans les moments les plus creux des différentes vagues de la pandémie ont amené une lourdeur additionnelle sur les listes d'attente des chirurgies, surtout électives, parce qu'évidemment, les chirurgies urgentes n'ont pas souffert de délestage pendant la pandémie, mais les chirurgies électives ou semi-urgentes peuvent avoir souffert de délais additionnels. Et donc, maintenant, on est dans une phase de rétablissement et de rattrapage de ces services-là. Alors, c'est une priorité ministérielle de faire action là-dessus. Et on a diverses initiatives en cours, dont des suivis avec nos partenaires du réseau, nos partenaires syndicaux, nos partenaires des maisons d'enseignement, afin de vraiment combiner tous les efforts ensemble pour améliorer les services de chirurgie, que ce soit dans l'attraction, la rétention du personnel, dans les conditions de travail, dans la formation des infirmières et des infirmières auxiliaires pour les blocs opératoires, mais également les services post-opératoires et préopératoires. Donc, beaucoup d'actions en cours pour les services de chirurgie. Les services aux aînés, c'est pas une surprise, c'est une priorité depuis de nombreuses années. Beaucoup d'initiatives, que ce soit les maisons des aînés, maisons alternatives, les soins à domicile, les éléments, beaucoup de rapports d'enquête, beaucoup de rapports d'experts qui sont sortis depuis le début de la pandémie, surtout après les nombreux décès de la première vague. Donc, les services aux aînés qui étaient déjà une grande priorité ministérielle, mais qui sont amenés à un niveau additionnel, je dirais, là, depuis le début de la pandémie et que là, on est vraiment en train de s'inspirer de tous ces différents rapports-là et ces différentes recommandations-là pour voir comment est-ce qu'on peut encore les amener à un autre niveau et les rendre plus efficaces et plus humains aussi, je dirais. Grande déprofessionnalisation des services aux aînés par les années passées, dans un objectif très noble et louable de vouloir de vouloir désinstitutionnaliser les aînés et les ramener dans des milieux de vie, les rapprocher de ce qui est le quotidien de tout le monde. Mais parfois, les bonnes initiatives ont des dommages collatéraux et peut-être que les soins en ont souffert. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on retrouve l'équilibre entre conserver une vie digne et dans la plus grande normalité possible de nos aînés, mais tout en leur offrant les soins dont ils ont besoin. Alors ça, c'est une des priorités ministérielles. Les jeunes ne sont pas en reste. C'est pas parce qu'on met un accent sur les aînés qu'on en oublie les enfants et les adolescents.
que ce soit par les services, par exemple, le grand projet Agirto, qui est un projet visant le dépistage précoce de problématiques de neurodéveloppement chez les enfants, les très jeunes enfants, que ce soit le service aux adolescents, la protection de la santé mentale des adolescents aussi, qui a été mis beaucoup en lumière pendant la pandémie, mais qui était néanmoins présente avant. Donc, il y a divers projets de maisons communautaires là, qui avaient déjà débuté leur apparition avant la pandémie et qu'il va y avoir un souci additionnel de mettre ça de l'avant. Donc, service aux jeunes qui sont aussi beaucoup travaillés en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation, parce que qui dit enfants et adolescents dit réseau scolaire. Et donc, le travail en partenariat est souhaitable là, pour pouvoir bien arrimer les actions. Les services de santé mentale, donc plan national en santé mentale qui est déposé et dans lequel on participe avec mes collègues, là, la direction de santé mentale, pour assurer les services infirmiers spécialisés en santé mentale, la part des IPS en santé mentale aussi, comment est-ce qu'on peut intégrer nos cibles de déploiement de la pratique avancée en santé mentale à l'intérieur de leur plan national. Donc, il y aura beaucoup d'actions et de priorités mises sur la santé mentale. La pandémie, encore une fois, est venue apporter une lumière additionnelle sur cette composante-là qui était toujours un peu dans l'angle mort de tout le monde, mais qui là, vraiment nécessaire d'y mettre des actions et donc un plan national bien défini. Disponibilité du personnel, on ne pourrait pas avoir meilleur sujet dans les moments actuels. Disponibilité du personnel infirmier, bien sûr, mais du personnel aussi alentour du personnel infirmier et en soutien au personnel infirmier. Donc, j'ai le goût de répondre aux commentaires dans les médias et tout ça, qui mettent l'accent sur la pénurie des infirmières, et bien sûr, j'en suis, mais au-delà des infirmières, elles ne travaillent pas toutes seules et elles ont besoin d'autres professionnels et de non-professionnels aussi. Je pense à du soutien clérical et administratif, les préposés aux bénéficiaires, bien entendu. Donc plein de gens alentour pour venir les soutenir. Et ça, présentement, je dirais que la difficulté de main-d'œuvre, elle est extrêmement criante au niveau du personnel infirmier, des équipes de soins infirmiers, mais elle est très importante aussi au niveau des professionnels et non professionnels qui gravitent alentour des équipes de soins infirmiers. Il faut attaquer ces enjeux-là de tous les fronts si on veut aider la situation. Et évidemment, même si il y a une certaine accalmie, une certaine stabilité, j'oserais dire, qui s'installe tranquillement dans la gestion de la pandémie, il ne reste que cette pandémie-là est venue exacerber des situations qui étaient présentes et est venue aussi amener de nouveaux enjeux, mais également de nouvelles opportunités. Alors, c'est d'être capable de saisir les leçons apprises pendant la pandémie, d'adresser les enjeux qui sont apparus, de répondre à ceux qui se sont exacerbés. Et ça s'inscrit vraiment à l'intérieur d'un plan de rétablissement du réseau. C'est comme ça qu'on le nomme, parce que c'est de permettre au réseau qui a souffert et qui souffre encore des impacts de la gestion de la pandémie, de lui permettre de se rétablir à l'intérieur de toutes les priorités dont je viens de vous mentionner et de répondre au virus dans une façon plus normale et usuelle de répondre à des enjeux d'infection qu'on connaît à l'intérieur des réseaux de la santé depuis toujours. Alors, ceci s'inscrit notamment dans une planification stratégique qui était déjà là, hein, ça date de 2019, mais qui néanmoins a été légèrement révisée en fonction des nouvelles réalités qui sont apparues avec la pandémie. Donc, 4 enjeux, 4 orientations. Enjeu 1, pertinence, hein? Le bon service par la bonne personne au bon endroit, en soins infirmiers ou dans nos réseaux cliniques de façon générale, ce sont des termes qui sont utilisés depuis très longtemps, mais qui, je dirais, prennent une tournure différente aujourd'hui. Et entre autres, d'améliorer l'accès aux bons professionnels et aux bons services. Donc, on va vraiment venir axer sur
pas toujours le médecin, mais pas toujours l'infirmière non plus. Et qui d'autre peut venir répondre aux besoins de la population dans son champ d'exercice? On a certains indicateurs assez évidents qui sont là depuis de nombreuses années, donc en termes de comparabilité, c'est facilitant, dont le nombre de pourcentage québécois inscrits à un médecin de famille. Et je ferai un clin d'œil à mes IPS ici. On travaille à élargir cet indicateur-là pour voir comment est-ce qu'on peut maintenant introduire des éléments d'accès qui font suite aux changements législatifs et réglementaires des IPS pour un meilleur accès. Les délais moyens de prise en charge à l'urgence, hein, on l'a nommé, c'est une priorité. On avait fait certaines améliorations avant la pandémie pour réduire les délais de prise en charge à l'urgence. Aujourd'hui, on a malheureusement retombé dans des délais qui vont au-delà de 24-48 heures. Chez des personnes âgées, c'est dramatique comme situation. Alors, des personnes aînées qui peuvent entrer relativement dans un état d'autonomie et de capacité fonctionnelle relativement satisfaisante et qui, malheureusement, dû à nos services limités et nos délais beaucoup trop longs, vont perdre un niveau d'autonomie et un niveau de capacité. Ils vont se déconditionner à l'intérieur de nos établissements et c'est ce qu'on veut arriver à réduire. Et je vous l'ai mentionné un peu d'entrée de jeu, nombre de demandes de chirurgie en attente depuis plus de 6 mois. Les délais se sont allongés et nos indicateurs, on suit les chirurgies urgentes, on suit les chirurgies en attente depuis plus de 6 mois, on suit aussi les chirurgies en attente depuis plus d'1 an parce qu'il y en a. Alors, ce sont des exemples d'indicateurs, mais il y en a une quinzaine en tout qui sont suivis au niveau ministériel. Enjeu numéro 2, une organisation moderne et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Donc, comment est-ce qu'on amène notre réseau, j'oserais dire, à l'année 2021, mais à l'ère post-pandémie également? Vous le savez parce que vous y œuvrez ou vous faites des projets de recherche en lien avec les services du réseau. Notre réseau peine à s'amener à un niveau de modernisation qui est souvent plus avancé dans d'autres juridictions. Par contre, la pandémie nous a permis de faire des avancées extrêmement rapides et très, très utiles et pertinentes. Et comment donc est-ce qu'on peut faire du pouce là-dessus et amener ça à un niveau plus loin? Donc là, on va penser à des indicateurs comme les services de télésanté. Et services de télésanté, c'est très vague comme terme. Hein? Il y en a beaucoup de tout azimut. Et comment est-ce qu'on peut les capter? Mais l'innovation, c'est pas juste la technologie, c'est aussi la façon différente de faire les choses. Les maisons des aînés, maisons alternatives, maisons de répit pour les proches aidants. Donc, des institutions, oui, mais qu'on veut différentes, qu'on veut plus humaines, répondant aux attentes de la population d'aujourd'hui. Donc, ce sont des exemples d'indicateurs. Bon, attendez-moi un petit instant. Ah, bon, enjeu numéro 3, le plein potentiel du personnel. Alors, j'ai parlé un peu de nos champs d'exercice. Bien sûr, les champs d'exercice en soins infirmiers, sujet de toujours d'extrême complexité, mais aussi les champs d'exercice des autres professionnels de la santé qui gravitent alentour de nous. Ça s'est élargi. Dans les dernières années, les pharmaciens peuvent en faire plus, les physiothérapeutes peuvent en faire plus, et je nomme que ceux-là, mais il y en a beaucoup. Les IPS qui maintenant ont une nouvelle autonomie depuis le 25 janvier dernier. Donc, comment est-ce qu'on amène le plein potentiel de toutes les personnes à l'intérieur du réseau de la santé? Et comment est-ce qu'on prend soin de notre personnel aussi? S'il y a quelque chose qui a beaucoup fait la manchette dans les dernières semaines, derniers mois, c'est la réalité du temps supplémentaire obligatoire, la réalité des conditions de travail, encore une fois, surtout mis en lumière au niveau du personnel infirmier. Le temps supplémentaire obligatoire, ça existe peu ou pas du tout chez les autres professionnels, mais ils ont parfois des enjeux néanmoins de conditions de travail, eux autres aussi. Mais comment est-ce qu'on en prend soin? Alors, on regarde des ratios très, très ressources humaines, mais on regarde aussi d'autres éléments et comment est-ce qu'on va pouvoir développer des indicateurs plus cliniques, moins RH de comment nos professionnels vivent à l'intérieur de notre réseau. Donc, ça, c'est à définir. Je sais que parmi vous, il y a des chercheurs, entre autres, qui font certaines études là-dessus, donc toujours très pertinent. Enjeu numéro 4,
Et l'orientation numéro 4, ça, c'est ce qui a été mis à jour, notamment dans la planification stratégique 19-23. C'est un nouvel élément qui a été apporté. Et c'est comment est-ce qu'on va arriver à vivre avec la COVID-19 dans un mode plus normal, comme on vit avec l'influenza, comme on vit avec le C difficile, avec la tuberculose et avec d'autres pathogènes qui se promènent dans la population et qui parfois entrent dans nos installations, que ce soit des centres hospitaliers, des CHSLD ou autres. Comment est-ce qu'on les prévient? Comment est-ce qu'on les gère? Comment est-ce qu'on apprend à vivre avec ça? Et on voit encore une fois certains indicateurs qu'on va souhaiter suivre. J'aimerais vous ramener maintenant à des travaux plus infirmiers. Comment est-ce qu'on travaille au niveau national avec mes partenaires du réseau, notamment les directrices de soins infirmiers de nos établissements, et comment est-ce qu'on travaille avec elles pour des priorités spécifiques aux soins infirmiers? Parce que nos ministres, ils voient la situation de façon globale et les soins infirmiers est un gros morceau de ça, mais ils ne sont pas des experts, hein, du soins infirmiers, ils ne sont pas des experts du domaine médical non plus. Ils voient une situation globale et c'est à nous d'amener notre expertise pour les alimenter et leur recommander des actions. Alors, l'année passée, j'ai procédé à une consultation de l'ensemble des directeurs et directrices de soins infirmiers du réseau. J'ai aussi, à ce moment-là, consulté quelques chercheurs. J'ai consulté l'Association des CI du Québec. J'ai consulté des syndicats. J'ai consulté des facultés, des doyennes. Donc, j'ai essayé de faire une consultation relativement représentative de tous les acteurs alentour des soins infirmiers. Et cette liste-là a mené à 58 recommandations ou priorités qu'on a travaillé pour je dirais, les classer, si je peux m'exprimer ainsi, en des actions ou des enjeux de structure, de processus ou de résultats de soins basés sur le modèle de Donabedian. Et les directeurs, directrices de soins infirmiers ont voté sur les priorités pour elles. Et vous les voyez ici. Donc, première priorité, c'était le positionnement des directions de soins infirmiers à l'intérieur des structures de gouvernance du réseau. Donc, vous le savez sûrement, les directeurs, directrices de soins infirmiers sont imputables de plusieurs choses dans la loi sur la santé et les services sociaux, les articles 207-208 de la L4S. Et c'est pas si évident que ça au quotidien de remplir les différentes responsabilités qui sont prévues à la loi. Parfois, simplement en raison de la structure organisationnelle et de leur positionnement à l'intérieur de la gouvernance. Donc, elles ont voté qu'on puisse mettre ça en priorité et qu'on prenne des actions concrètes pour essayer d'amener au bon endroit leur positionnement et de leur permettre d'avoir les leviers nécessaires pour répondre à leurs responsabilités légales. La formation initiale en soins infirmiers. Alors là, ça, c'est tout un débat. Je vais y revenir tantôt, mais évidemment, une grande priorité pour tous les acteurs du monde infirmier. Ça a été donc ramené en priorité de travail. Il faut savoir que la formation en soins infirmiers, sciences infirmières, le ministère de la Santé a bien sûr ses recommandations à donner, son mot à dire. C'est par contre un processus qui est inscrit à l'intérieur du ministère de l'Enseignement supérieur et non pas à l'intérieur du ministère de la Santé. Donc, il y a là-dedans aussi quand même quelques mécanismes dans lesquels on doit s'inscrire pour arriver à influencer les décisions. Structure ministérielle des effectifs infirmiers, comme vous devez vous en douter, quand on parle d'effectifs, on parle de main-d'œuvre. Main-d'œuvre dit ressources humaines. Donc, beaucoup des travaux faits pour améliorer la situation des infirmières, améliorer l'organisation des soins et tout ça, sont plutôt nichés à l'intérieur des différentes directions de ressources humaines. Et c'est comment est-ce que, encore une fois, on amène le volet clinique et professionnel à percer ce paradigme-là de main-d'œuvre pour améliorer la situation de tous. Et c'est pas évident et c'est tellement
un enjeu parfois que les directeurs, directrices de soins infirmiers l'ont nommé comme étant une priorité, de rapprocher, d'assurer un rapprochement entre les travaux de ressources humaines, les travaux de main-d'œuvre et la dimension clinique et professionnelle inhérente à toute discipline de la santé, mais notamment aux infirmières. Pratique avancée, et ils ont souhaité vraiment séparer ICS et IPS comme étant deux dossiers à traiter de façon séparée. C'est pas innocent parce qu'on veut arriver à bien délimiter le rôle de l'ICS versus le rôle de l'IPS. C'est dangereux de faire glisser les deux ensemble. Alors, de façon séparée, IPS, je vous dirais que c'est quelque chose qui va bon train en termes de priorité, notamment en raison qu'il y a un engagement gouvernemental ferme de déployer 2000 IPS au Québec d'ici 2024-2025. Sur les 2000 IPS, je vous dirais qu'un peu plus de 50% sont en première ligne, les autres répartis dans les 4 autres classes de spécialité. Donc ça, c'est un dossier que les directeurs et directrices de soins infirmiers et moi, on a ce sujet-là à l'ordre du jour presque à toutes les tables nationales. Là. On se rencontre aux 3 semaines et le dossier des IPS est un point à l'ordre du jour très, très fréquent. Les ICS. Les ICS, je vous dirais que dans le monde non infirmier, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Les gens ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas qu'est-ce que ça fait, ils ne savent pas c'est quoi la formation, ils ne savent pas c'est quoi l'importance, comment est-ce qu'on déploie ça. Donc, énorme travail à faire pour faire connaître l'importance, le rôle, la plus-value d'une ICS, alors que c'est relativement bien connu ailleurs qu'au Québec. Donc, ça, c'est un dossier que je dirais qu'on travaille prioritairement, mais dans l'ombre en même temps, surtout dans un contexte de pénurie actuelle où amener un dossier de spécialisation des infirmières ne va pas émouvoir grand monde, sauf de dire, mais où voulez-vous qu'on aille les chercher, ces infirmières-là? Alors, c'est un dossier néanmoins très, très, très important et on a une certaine brèche d'action, notamment due à l'importance du dossier de la prévention et contrôle des infections, où il y a des actions pour les ICS en PCI qui sont actuellement en cours. Je vais y revenir plus tard. Et donc, c'est peut-être une opportunité de pouvoir inscrire le rôle et les responsabilités des ICS de façon générale. Qualité et sécurité des soins, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais occulter. Et c'est, je dirais, une toile de fond de l'ensemble des travaux qu'on fait. Et la pénurie infirmière, intéressant de dire qu'on a nommé ça à l'été 2020. Alors que oui, on avait vécu la première vague, mais on était dans un mode assez habituel, si je peux m'exprimer ainsi, de difficulté dans la disponibilité des infirmières. Et je vous dirais que de dire ça aujourd'hui, ça a pris une couleur complètement différente, où là, on est dans un moment historique et dans des difficultés qui nous forcent vraiment à voir ça de façon complètement différente. Alors, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Si je reviens à l'orientation 1, qui était d'améliorer l'accès aux professionnels et aux services, bien, je me suis permis de réfléchir à une redistribution de mes petites bulles de façon différente et de dire, ce ne sont pas des bulles qu'on travaille en parallèle, mais ce sont des bulles qui se redéfinissent. Et la pénurie ou la structure ou la formation, pour moi, aujourd'hui, ça a davantage une connotation de pertinence qu'une connotation traditionnelle de on manque d'infirmières, on embauche des infirmières. On a une structure en silo de direction de soins infirmiers, de direction de ressources humaines. On a une formation initiale, uniquement, le sujet touche uniquement les infirmières, mais non, moi aujourd'hui, je le vois comme touchant les infirmières, mais touchant les auxiliaires, touchant les préposés, touchant l'ensemble des professionnels alentours. Donc, je le ramène vraiment dans une optique de pertinence et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à le travailler. Mais tout ça, ce sont des réflexions qui évoluent au fur et à mesure que la situation évolue également. Mais ce qui nous a quand même amené à faire des projets très, très concrets dans les derniers temps, de réelle hiérarchisation des soins, c'est-à-dire quand je reviens à l'orientation 1, de dire le bon professionnel à la bonne ressource, à la bonne place au bon moment, de dire est-ce qu'on a toujours besoin d'un médecin spécialiste? Est-ce qu'on a toujours besoin d'un médecin de famille? Est-ce qu'on a toujours besoin d'une IPS? Non.
Des fois, le patient peut être très bien servi par l'infirmière clinicienne de son GMF ou peut être très bien servi par le pharmacien de sa pharmacie communautaire ou peut être très bien servi par un autre professionnel et que ce professionnel-là, selon son évaluation et son champ d'expertise, réfère à un professionnel habilité par la suite si le service qui est requis, le soin qui est requis ne lui est pas permis dans ses compétences, son expertise, son champ d'exercice. Il y a aussi des interdépendances. Hein. Je reviens là, à l'histoire de la structure ministérielle des effectifs infirmiers. Je suis dépendante des directions de ressources humaines pour les conditions de travail des infirmières, pour les processus d'embauche, pour la reconnaissance de niveau de formation dans la dotation de leur poche. Je suis dépendante d'eux, mais ils sont dépendants de moi pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire un plan d'effectifs qui est basé sur les champs d'exercice de chacun, les infirmières auxiliaires, les infirmières, les niveaux de formation, la formation professionnelle, la formation collégiale, la formation universitaire, la formation de deuxième cycle. Comment? Donc, et là, je parle juste des ressources humaines et nous, mais c'est vrai aussi avec les diverses structures de direction clinique. Donc, on parlait des aînés plutôt. Les services aux aînés, souvent, sont dans une autre branche des organigrammes. Et comment est-ce qu'on ramène les interdépendances entre ces services-là et les directions de soins infirmiers? Donc, cet aspect-là d'interdépendance qui n'a pas été suffisamment exploité à un niveau ministériel, j'entends, et que j'essaie là, de réfléchir et de réintroduire. Et bien sûr, amener la pratique avancée, qui est, comme je le répète, quelque chose de méconnu au niveau de nos décideurs et qui nous appartient là, de leur faire comprendre où en est la pertinence, et tout ça dans la toile de fond que j'ai nommée de la qualité et de la sécurité des soins. L'orientation numéro 2. En termes de soins infirmiers, les soins virtuels, on y pense beaucoup en termes de téléconsultation médicale. Pendant la pandémie, tous les médecins ont été retirés des cliniques et se sont mis à faire de la téléconsultation pour du suivi avec leur clientèle ou des nouvelles consultations. Des plateformes digitales sont développées dans les établissements pour faire un lien avec les patients. On réfléchit depuis des années à un dossier clinique informatisé qui a pris toutes sortes de formes, toutes sortes de noms à travers le temps. Mais en tout cas, humblement, je parle pour nous au niveau ministériel ou même à la direction nationale, on n'avait pas développé ce réflexe-là de penser aux soins infirmiers virtuels. Comment est-ce que les nouvelles technologies, que ce soit de la téléconsultation, que ce soit différentes plateformes, comment est-ce que ça peut amener l'organisation des soins infirmiers différente? Est-ce qu'on peut venir répondre au manque de disponibilité des infirmières et à l'inefficience de certains services par les soins virtuels. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse pure à ça, mais je voyais que c'était dans vos priorités 2022-2024 d'amener ça à un autre niveau. Donc, je vous lance la question à vous, les chercheurs, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous avez des réponses dans vos projets? Mais moi, c'est quelque chose que j'ai demandé à ma direction de développer, de dire quand on reçoit des nouvelles demandes de trajectoire, quand on reçoit des nouvelles demandes de réorganisation de soins et de services, est-ce qu'il y a un élément de pertinence dans les soins virtuels auxquels on n'aurait pas pensé avant et que maintenant, c'est possible? Alors ça, c'est une orientation qu'on a. Les soins à domicile. Et là, j'ai volontairement mis la photo d'une personne âgée avec un bébé parce que les soins à domicile, c'est pas juste pour les personnes âgées, c'est pour tout le monde. Et je me permets de dire que nos soins à domicile au Québec peuvent être amenés à un autre niveau. Ils peuvent être améliorés, ils peuvent être plus efficaces. Ils peuvent être plus efficaces en termes de prévention, d'utilisation de nos services spécialisés. Ils peuvent être efficaces en termes de maintien de la qualité de vie de tout le monde à tout âge. Ils peuvent davantage exploiter le champ d'exercice des infirmières. Et je pense qu'on est rendu là, à repenser les choses différemment, à arrêter de penser en fonction de lits disponibles dans nos centres hospitaliers ou de plages disponibles dans nos groupes de médecine familiale, mais comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins sans que la personne sorte de la maison? Et il y a des beaux modèles ailleurs, au Canada, ailleurs, dans d'autres pays, sur lesquels on peut s'inspirer et amener ça à un autre niveau. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer dans les prochains mois, prochaines années. Et le dépistage précoce,
Dépistage précoce, pas uniquement en termes de souvent ce qu'on entend, dépistage précoce des problèmes de neurodéveloppement chez les enfants ou dépistage précoce des cancers, dépistage précoce des démences chez les personnes âgées, dépistage précoce des besoins en soins palliatifs et de fin de vie. Donc, et je le rattache beaucoup à mes soins virtuels ou à mes soins à domicile, c'est de dire comment est-ce que très, très tôt, on est capable de dépister qu'il y a un besoin qui s'en vient. Comment est-ce qu'on peut l'adresser dès maintenant, le référer au bon professionnel, peut-être ralentir la progression. Donc, tout l'élément prévention et promotion ici qu'on peut rattacher à diverses trajectoires qui sont déjà disponibles. Alors, voilà nos réflexions là-dessus. Orientation 3, prendre soin du personnel du réseau. Donc là, vous voyez toutes mes petites bulles et limiter une TSO. Des actions concrètes qui sont en cours actuellement sur la gestion de proximité, donc nos chefs, nos gestionnaires de premier niveau, comment est-ce qu'on les ramène dans un contexte de régions géographiques très, très éclatées? Comment est-ce qu'on les ramène à proximité de leurs équipes? Comment est-ce qu'on les ramène à l'essentiel? Donc, on a des actions là-dessus. L'implication des infirmières, l'implication dans les décisions pour leurs patients, mais l'implication dans leurs propres conditions de travail, dans leur propre gestion, dans l'organisation pour leur redonner un certain contrôle. Hein. Ce qu'on entend souvent des infirmières, c'est intégrer le réseau, c'est perdre le contrôle de ma vie, c'est d'être à la merci des processus, des façons de faire. Alors, comment est-ce qu'on peut les impliquer pour changer ça? Les horaires, ben, ça semble niaiseux, mais c'est la revendication numéro 1 des infirmières. Comment je fais pour gérer mon horaire? C'est l'élément le plus mentionné dans l'insatisfaction des infirmières. C'est l'élément numéro 1 qui fait qu'ils quittent le réseau. C'est de ne jamais être capable de prévoir leur horaire et de faire une meilleure conciliation travail-famille ou travail-études dans certains cas hein, d'infirmières qui poursuivent leurs études. Avoir un plan de carrière. Donc, certains vont vouloir faire de l'enseignement, certains vont vouloir faire de la gestion, certains vont vouloir faire de la recherche, certaines vont vouloir se spécialiser dans un domaine clinique. Comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur carrière et avoir du soutien clinique du début de la carrière à la fin de la carrière, OK, dans tous leurs mouvements. L'orientation 4, gérer l'évolution de la pandémie, je l'ai dit, prévention. La prévention, ça n'a jamais été sexy, ça a beaucoup été laissé de côté dans les dernières années, mais maintenant, soudainement, avec la pandémie, accent sur la prévention et accent sur les ICS en prévention et contrôle des infections, donc des actions très, très concrètes en cours actuellement pour pouvoir profiter de ces 35 uniquement professionnels-là au Québec qui ont une certification d'ICS en prévention et contrôle des infections et comment est-ce qu'elles peuvent venir aider nos établissements. Donc, j'ai largement dépassé mon temps. Merci au RÉSIC de m'avoir invité. Et puis, si je peux répondre à des questions, ça va me faire plaisir. Merci infiniment. Donc, pour cette présentation excessivement intéressante. Non, il vous restait quelques secondes. Donc, ça allait. On avait passé un petit moment. Donc, oui, on vous remercie. Peut-être que pour la période de questions, vous pouvez enlever votre présentation. On pourra se retrouver en groupe, là, même si avec nos caméras, pour la période de questions. Donc, on a quand même le temps. Donc, vous pouvez lever la main ou si vous avez une question, la mettre dans le chat. Je vais faire le tour. Céline, je te laisse aussi voir si j'ai une question ici c'est une main d'applaudissement. Donc, oui, je regarde le chat aussi. Je vois pas de questions pour l'instant. OK. Main levée. Ouais, je pense qu'on entend bien votre message. En fait, fort intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'expertise au RÉSIC qui concerne en fait innover pour l'accès aux soins, que ça soit aussi moderniser le réseau. On a beaucoup d'expertise au niveau de la santé numérique. Également, prendre soin du personnel. On y avait développé un volet, mais je pense qu'avec toute la venue de la COVID, ce sont dans notre mémoire aussi, c'est vraiment un aspect qu'on a soulevé. J'entends beaucoup, dans le fond, les pratiques, la façon qu'on avance. Vous avez parlé souvent de pratiques interprofessionnelles. Donc, est-ce que dans notre transformation de réseau, donc je vois qu'il y a des questions, mais dans notre transformation de réseau,
comment vous voyez notre réseau où on est davantage sur des soins, des pratiques plus interprofessionnelles, interdisciplinaires? Est-ce que vous pensez que c'est comme quand même un bon mouvement ou je ne sais pas si vous avez... Bien, c'est qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie aussi avec les autres professionnels. Donc, ça ne sera pas une recette magique là, qui va se mettre en place demain matin. Mais c'est sûr que vous devez le savoir certainement. S'il manque quelqu'un, c'est l'infirmière qui va le faire. Hein? Donc, il manque une travailleuse sociale. C'est qui va soutenir la famille puis faire les appels? C'est l'infirmière. Il manque un physio qui sait qu'il va mobiliser le patient qui est alité, c'est l'infirmière ou elle va déléguer l'auxiliaire ou le préposé. Mais donc, on a besoin, le modèle actuel n'est pas soutenable. L'infirmière ne peut pas tout faire. Elle doit être ramenée dans son champ d'exercice à elle, qu'elle n'arrive pas à occuper à son plein potentiel pour toutes sortes de raisons. La formation est déficiente, on le sait, mais il y a aussi le fait que même si la formation n'était pas déficiente, dans la réalité actuelle, elle n'aurait probablement pas le temps de faire tous les éléments prévus à son champ d'exercice parce que il y a des choses qu'elle fait qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc, j'avais une de mes collègues directrices de soins infirmiers qui a fait puis il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont fait cet exercice-là, qui a fait un exercice durant la période d'accalmie de l'été pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'elle peut générer plus de soins infirmiers, mais avec moins de personnel. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que le personnel touchait assez bien à son champ d'exercice, mais dans plus de la moitié du temps, elle faisait quelque chose qu'elle n'a pas d'affaire à faire, qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, c'est comment est-ce qu'on lui permet d'avoir au moins, peut-être pas 100%, mais au moins 80% de son temps pour faire ce qu'elle est formée et apte à faire et laisser les autres faire ce qui leur appartient. Donc, je dirais que c'est plus là-dedans. Mais c'est sûr que c'est de belles paroles, mais je suis réaliste là qu'il y a un défi. Il y a un défi de disponibilité dans toutes les professions de la santé ou à peu près, et même dans les équipes non professionnelles de soutien. Alors, il faut quand même lancer le message que même en pénurie de tout le monde, l'infirmière ne peut pas être celle qui ramasse tout ce qu'il y a à faire. Donc, on doit trouver des solutions. Merci. Il y a sur le chat, il y a des commentaires, il y a des remerciements en fait pour la belle présentation. Puis, vous nous avez parlé de votre document du ministère qui est, je pense, 2019-2023. Là, ça, c'est disponible publiquement. Là. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Oui. Puis, il n'y a pas d'autres documents, mais en fait, le plus à jour, c'est ce document-là. OK. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un autre document? C'est ce document-là, 2019-2023. C'est parfait. Puis, il y avait un commentaire d'Andrea Lesna qui nous dit que, bien, merci pour la présentation. Puis, pendant la pandémie, nos IPS, ICS sont très importantes. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On fait le tour. Nos IPS ont, entre autres, beaucoup contribué. Ça a passé assez inaperçu, mais en début de pandémie, il y avait déjà une formation complémentaire en CHSLD qui était prévue pour les IPS qui étaient diplômés, si je me souviens bien, là, c'est avant 2020, là, qui n'avaient pas eu cette formation-là dans le programme initial. Et on l'a accéléré en première vague de la pandémie pour pouvoir, pour qu'elles puissent aller aider en CHSLD. Et elles ont été déployées, les IPS en première ligne, en CHSLD. Pas partout, parce qu'on n'en a pas 3 millions d'IPS en première ligne, mais autant qu'on pouvait. Et ça a été fulgurant, les résultats. Elles ont un impact inimaginable auprès des aînés et c'est définitivement quelque chose qu'on va vouloir poursuivre. Pas en pratique exclusive, nécessairement, mais certainement une contribution. Merci. Je prendrai les 2 dernières questions. La première de Mme Beaumier et par la suite Jacinthe Pépin. Donc, pour glisser par la suite à la deuxième présentation. Bonjour, Madame Arpin. Merci beaucoup pour la présentation. Ça fait du bien d'entendre parler de nos soins infirmiers, savoir que c'est un discours qui traîne au ministère. Mais là, j'entendais beaucoup une perspective axée sur la ressource humaine. Mais où en est le ministère sur l'évaluation de la perspective sur le mode de prestation de soins, quand on sait et qu'on a entendu aussi que, puis moi-même ayant une expérience dans le système anglophone, que le mode de prestation de soins, on n'est pas dans la même tendance du tout, qu'on soit dans le système anglophone et francophone dans une même province. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, là-dessus. Bien, c'est un discours qu'on leur ramène beaucoup. On essaie vraiment beaucoup de faire des percées dans ce sens-là.
Mais présentement, je vous dirais que la situation actuelle amène une difficulté importante où ils ont de la difficulté à se projeter dans des modèles innovants. OK? Donc là, c'est d'un peu stratégiquement leur amener des solutions à court terme tout en leur montrant des idées à long terme. On a quand même un ministre de la Santé qui est extrêmement ouvert à l'innovation puis au changement. Donc, lui, il est très réceptif quand on leur dit qu'il faut faire les choses différemment. Il faut sortir de la boîte, il faut arrêter de répéter le même modèle. On a des modèles ailleurs qui fonctionnent. Donc ça, on a plusieurs rencontres, là, plusieurs actions qui sont en cours pour mettre de l'avant ces différents modèles-là. Et d'ailleurs, on va s'appuyer sur des résultats de chercheurs là, que je reconnais ici. On a aussi, à tous les ans, on lance des projets de recherche au ministère de la Santé. Il y a toujours un appel de projets de recherche qu'on trouverait intéressants et qu'on veut financer. À tous les années, on a fait ça. Donc, on en a financé encore cette année. Et donc, je dirais là, que, entre autres, en soins à domicile, là, ça fait partie c'est quelque chose que j'ai abordé avec mes collègues de la trajectoire des aînés et des soins à domicile pour dire là, faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on fasse autre chose. Fait que là, j'entends, on laisse passer la crise un peu, mais au printemps maximum, faut qu'on commence à aller étudier les modèles ailleurs, les modèles d'organisation de soins, entre autres en soins à domicile. Donc, il y a de l'ouverture. Mais je dirais que c'est pas simple. Tant qu'on n'a pas stabilisé la crise actuelle, on va avoir de la difficulté à avoir une écoute au niveau de nouveaux modèles, même si on sait que c'est l'œuf ou la poule. Hein? Donc, on règle nos problèmes de personnel en changeant les modèles d'organisation des soins, mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas le personnel. Donc, c'est de voir de façon différente. Là. Et merci. Merci, Jacinthe, oui. Désolée, j'avais le micro sur la tête. Merci beaucoup pour cette présentation et qui stimule quelques questions. Je me disais que pendant la pandémie, on avait beaucoup de décrets. Les infirmières ont fonctionné beaucoup avec des décrets. Et donc, on était dans le fonctionnement top-down avec les infirmières se faisaient dire quoi faire, les gestionnaires se faisaient dire quoi faire. Comment ou est-ce qu'on anticipe déjà à retourner, mais peut-être même pas à retourner, mais à nous assurer que les professionnels pourront un jour exercer avec toute la possibilité d'exercer leur professionnalisme dans leurs soins avec les collègues, qu'elles se mobilisent en équipe. Et est-ce que vous anticipez ça? Il me semble qu'il faudrait déjà y penser parce qu'on a pris des habitudes. Et puis les infirmières en général, puis les infirmières au Québec, on semble fonctionner beaucoup de manière hiérarchique. J'ai vu le mot hiérarchie quelque part, mais c'est peut-être pas à ça que vous faisiez référence, mais comment faire pour qu'on soit davantage en collégialité et pas en hiérarchie constante? Alors, je pense qu'il y a un cri du cœur dans ma question, mais en tout cas, allez-y. Vous avez tellement raison. Effectivement, pendant la pandémie, ça a été une gestion par décret, une gestion par directive ministérielle aussi. Je vous dirais dans laquelle tout le monde était un peu inconfortable parce que c'était pas habituel, hein? C'était pas habituel même au ministère. Les établissements ont vraiment une indépendance et malgré la centralisation qui est un peu qui découle de la réforme de 2015, là, les établissements demeuraient quand même indépendants dans leur processus, leurs règles de soins infirmiers, leur façon de travailler. Je vous dirais qu'on est plus que dans la réflexion, on est déjà en action. On décentralise déjà énormément depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il reste quelques petits décrets. Je vous dirais qu'au lieu de 4 directives par jour, on est à 1 directive par mois à peu près qui passe. Là, si je vous donne un cas de figure très, très imagé. Maintenant, on n'est plus on dit aux établissements quoi faire. On appelle les établissements à nous donner leurs propositions. OK, qu'est-ce que vous avez fait pour la gestion de proximité? Qu'est-ce que vous avez fait pour les conditions de travail des infirmières? Quel projet vous avez mis en place pour s'en inspirer?
On fait des rencontres à grand niveau pour les partager. On oblige le partage avec tous les établissements. On a lancé quand même un grand mot d'ordre de décentralisation, de gestion de proximité. On a fait des actions concrètes d'ouverture de postes de gestionnaires pour aller plus près des équipes. On s'en vient avec j'aime pas utiliser le mot ratio, mais avec un nombre de personnel par gestionnaire plus petit, avec des lignes directrices pour éviter des équipes trop grandes et un meilleur rapprochement. Et l'implication des infirmières, je l'ai nommé dans mes petites bulles là, tantôt, mais c'est pas que des vœux pieux, là, on veut vraiment qu'ils fassent partie des décisions. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est pas parfait, puis les résultats seront peut-être pas là à court terme, mais je vous dirais que c'est plus qu'une réflexion, là, c'est la tangente qui est en cours actuellement. Merci. Merci.